Bonjour, je suis très heureux de vous revoir, comme par habitude. J'aime bien vous rencontrer, parler avec vous, essayer d'exprimer des petits sujets, essayer de développer, que ça soit sur l'hypnose ou sur tout un tas de choses au niveau de l'accompagnement. Et aujourd'hui, on va faire une petite thématique au sujet du jeu. Je conscientise moi-même, je m'intériorise afin de pouvoir travailler sur des problématiques diverses. Alors le jeu, c'est vrai que pour moi, c'est assez important parce que si, la personne vient en thérapie en étant, à la troisième personne et non pas dans une position de jeu, la thérapie ne fonctionne pas ou ça fait un vulgaire patch qui fait qu'on reste avec des frustrations et le travail n'est pas fait complètement. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette posture jeu, au début de ce siècle parce qu'en fait, on est beaucoup dans la dématérialisation et dans de l'automatisation et dans de l'irresponsabilité. Alors on va maintenant de plus en plus, vous allez voir, on va conduire des voitures, mais on les conduira plus du tout. Ça commence, on a boîte automatique, régulateur de vitesse, détecteur de présence et cetera. On vient dans une automatisation complète et on va être complètement irresponsable, hein. Bien dans quelques temps, on dira: «Ah bah, j'ai écrasé le piéton, mais c'est pas moi qui conduis». Donc plus ça va, plus on part dans ce système-là. On part beaucoup dans du visuel sur internet, on commande, on voit pas les gens, on reçoit, on leur parle, on n'a aucun contact avec et cetera. C'est tout automatisé et sans contact. Donc le problème, c'est que si dans cette position-là, on peut être très bien, on peut être complètement irresponsable, c'est beaucoup plus facile à vivre, effectivement, quand il y a un problème, c'est la faute de la société, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de mes parents, de mon frère et cetera. Donc dans ce fonctionnement de troisième personne, c'est beaucoup plus simple peut-être à vivre et à visionner tous les jours. Mais quand on veut régler une problématique, le problème, c'est qu'on ne peut pas fonctionner de cette manière-là, sinon on ne peut pas travailler dessus. Parce que le problème, c'est que si vous travaillez sur ces personnes, la troisième personne, vous dites: «C'est la faute de mes parents». OK? Est-ce que vos parents sont là pendant la thérapie? Non. Comment vous voulez qu'on modifie la perception de vos parents? C'est pas possible. La seule personne qui est ici, qui est présente aujourd'hui et qui a un problème, c'est vous. Donc l'important aujourd'hui, c'est de conscientiser en soi-même que le problème de perception et de nos émotions et de ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes. La seule chose qu'on peut faire, c'est de modifier notre façon de percevoir les choses. Donc pour ce faire, il faut arriver à basculer une grosse partie de nous-mêmes en position première personne, c'est-à-dire en position je. Je conscientise que tout ce que je reçois, c'est moi qui le trie, c'est moi qui en fais que j'en veux. Voilà, que ça soit des mauvaises expériences, que ça soit des traumatismes, que ça soit des bonnes choses, tout ce que je reçois, il n'y a qu'une personne qui fait quelque chose, c'est moi-même. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a bien conscientisé cette position du jeu à reprendre, la thérapie se fait bien. Alors je vais vous donner un petit exemple pour, concrétiser un peu ça, aujourd'hui. Vous allez prendre la position du tabac. Voilà. Alors une personne, la plupart des personnes qui viennent me voir pour régler une problématique de tabac, ils arrivent déjà, bon, ils veulent que le thérapeute soit magicien. Je veux rien faire. Je veux sortir, je fume plus. Alors effectivement, on peut certaines fois, avec, certaines formulations d'hypnose, on peut arriver à mettre un patch. Tac. Donc là, on va travailler la troisième personne. La personne ne fait aucun travail, ne réside pas du tout son envie de fumer, et vous allez poser un patch dessus en disant: «Voilà, tu fumes plus, c'est terminé, poum». Le problème, c'est qu'en fonctionnement, cette position-là, on va fonctionner en troisième personne. La personne va être complètement irresponsabilisée et va garder au-dessus de lui cette envie de fumer. Elle va conserver cette envie de fumer qui, toute sa vie, va lui créer une frustration. Toute sa vie, elle va avoir envie de fumer. Elle ne fumera peut-être plus, mais toute sa vie, elle restera avec cette frustration de fumer. Ce qui fait, dans le pire des cas, créer un état limite ou un état borderline. Ça veut dire que la personne va faire inconsciemment un déni de son envie. Et ça, c'est une catastrophe. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon du tout. Vous allez vous créer un état psychologique qui est pas bon.
Donc la deuxième solution qu'on peut avoir pour travailler ce tabac, c'est la position de reprise du «je». Mais pour ça, il va falloir bien comprendre que la personne comprenne bien qu'on ne répercute pas son envie de fumer sur les autres personnes à la troisième personne en disant: «C'est la faute de l'industrie du tabac, c'est la faute de la société, c'est à cause de la nicotine que je n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est à cause de mes habitudes». Eh ben non. La seule raison que vous fumez aujourd'hui, c'est que vous aimez la clope, que vous aimez bien fumer. C'est reprendre cette position en jeu en disant: «Je fume parce que j'ai envie. Je fume parce que j'aime les choses, parce que j'aime la cigarette». C'est votre amour qui fait qu'un comportement, devient un amour et une addiction. Vous mettez la main sur une plaque brûlante, ça va vous brûler, même si dehors il fait -20, vous allez voir que de toute façon la main vous allez l'enlever. Pourquoi? Parce que vous conscientisez que ça fait mal et que ça brûle et que c'est désagréable et à partir de là, vous retirez la main. La cigarette, c'est exactement pareil. Si vous conscientisez que quand vous fumez la clope, ça vous fait tousser, que ça vous brûle, que ça vous donne un cancer et cetera, vous fumez pas, vous la prenez la clope, vous la jetez. Du moment que vous prenez cette clope, même si vous conscientisez que vous allez avoir un cancer, mais qu'en échange vous dites: «Bah, ça m'apporte une prestance, ça me relaxe, ça me stimule» et cetera. Si dans cette cigarette, la part de bonnes choses est beaucoup plus grande que la part de mauvaises choses, vous allez aimer le produit et le garder. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Deuxième exemple, le narcissisme. Pervers narcissique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont venir travailler en thérapie en disant: «Voilà, je suis sous emprise d'un pervers narcissique». OK, pas de problème, jusqu'à ce moment-là. Le truc, c'est que la personne a conscientisé qu'elle était sous emprise de cette personne, mais elle n'en sort pas. Pourquoi? Être sous emprise sans s'en rendre compte et ne pas s'en sortir, OK. Se rendre compte qu'on est sous une emprise de quelque chose qui nous dérange et ne pas en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort? Parce qu'il vous empêche de sortir? Parce qu'il a un beau parler? Parce qu'il est beau et cetera et cetera? Non! Si vous n'en sortez pas, s'il n'y a pas de rapport de force ou de violence dedans, si vous n'en sortez pas aujourd'hui, c'est parce que vous aimez bien sa présence. Vous aimez bien être sous son emprise et vous aimez bien la chose, l'objet. C'est tout. Le pervers narcissique, effectivement, va vous manipuler en démarrage en essayant de vous mettre sous son emprise, de vous faire croire qu'il est ultra important, que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Mais du moment que vous êtes arrivé dans cette perception à dire: «Mais il me fait du mal, cette personne, il faut que j'en sorte». La seule chose qui fait que vous en sortez pas, c'est que vous considérez que le mal qu'il vous fait est moins important que le bien qu'il vous apporte et vous restez avec parce que cette personne, vous l'aimez. Parce que vous êtes amoureuse de cette personne, que quand vous allez la voir, vous allez baver et que vous avez votre cœur qui va battre. Point. Si vous conscientisez que le problème de ce pervers narcissisme, c'est vous-même et que c'est vous-même qui vous influencez à rester avec cette personne, un coup de claquement de doigts et cette personne va disparaître complètement de votre vie. Vous allez l'envoyer balader et vous verrez qu'au bout d'un moment, ce pervers narcissique va se sauver par lui-même parce que ça ne l'intéressera plus. Il n'aura plus cette dominance, il n'aura plus il sera plus au-dessus de vous. Cette personne, elle va disparaître. Terminé de votre vie. OK? C'est pas mal, hein, déjà comme exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme troisième exemple? Allez, on va prendre un troisième exemple, la position des parents. Alors, il y a des parents, de plus en plus d'ailleurs dans notre société actuelle, parce que les gens ont beaucoup plus de temps qu'ils en avaient avant, ont tendance à complètement englober leurs enfants. Alors ça veut dire qu'on les surprotège, alors c'est super, hein, parce que c'est parce que les gens, ils aiment leurs enfants, ils veulent pas qu'il leur arrive des problèmes, ils ont envie qu'ils deviennent des gens très importants et cetera. Mais le problème, c'est que ces gens, à force de rester dessus, alors qu'on soit dessus au début quand les enfants sont petits, c'est normal, les enfants ont aucune expérience, donc vous êtes forcément obligé de pallier à ça
et de faire que votre expérience évite qu'ils fassent des bêtises. Mais plus ils vont grandir, plus ce phénomène doit se relâcher et se laisser aller. Heu, un enfant qui va en élémentaire, on ne l'accompagne pas devant la porte de l'école. On le laisse aller de la voiture à l'école tout seul. Petit à petit, il se servira son verre tout seul. Bien évidemment qu'au bout d'un moment, de temps en temps, il va renverser l'eau. Il cassera un verre. Mais c'est son expérience, on ne peut pas complètement l'englober. Alors ce qui se passe actuellement, c'est que les parents restent tellement dessus qu'on voit que même lors d'une inscription à la fac ou pour aller ouvrir un compte bancaire à 18 ou en 20 ans, les enfants sont accompagnés par papa et maman. C'est pas possible. Ça crée ça se crée un syndrome que, en fait, les enfants, plus tard, n'auront la seule vision qu'ils auront, c'est la vision de leurs parents. Ils n'auront pas leur propre vision. À chaque fois qu'il y a une info qui va arriver, elle va basculer dans ce qu'appelle Freud le surmoi, mais le surmoi parent. Ça passera même pas par sa conscientisation, ça ira directement ici. Ici, ça sera trié par le regard des parents et la réponse, hop, elle ressortira. C'est catastrophique. Vous avez des gens qui ont 40 ans, ils ont passé à côté complètement de ce qu'ils avaient réellement envie et ils s'aperçoivent que toute leur vie, toutes leurs réactions sont en fait que des réactions induites soit par leurs parents, la société ou leur entreprise, ou voir leur femme, etc., ou leur mari, mais ils sont absolument pas, c'est vraiment pas leur réaction à eux-mêmes. C'est ce qui crée de nos jours des crises de burn-out ou tout un tas de choses qui s'enclenchent, des grosses dépressions à 40 ans, ou des femmes qui ont, une fois qu'elles ont eu leurs enfants et tout ça, qu'elles se retrouvent face à elles-mêmes, boum, elles explosent complètement. Alors à partir de là, il faut arriver à reprendre, à supprimer ou au moins à réduire énormément ce surmoi. Et c'est sur ce surmoi parental ou sociétal, c'est le troisième personne, le il, le on, le nous. C'est réduire cette part-là pour conscientiser, reconscientiser cette part du je et indirectement couper le cordon ombilical entre les parents et l'enfant. Voilà. Et ça peut se faire à 40 ans, hein. C'est ça qui est fou, à 40 ans. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait tout doucement, à fur et à mesure que l'enfant a grandi. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, l'enfant grandit à mesure qu'on coupe ce cordon ombilical et que tout doucement, on laisse partir l'enfant. Si vous ne laissez pas partir l'enfant, vous le gardez avec vous et vous coupez pas ce cordon ombilical et tout doucement, il est complètement sous influence de vous et comme un pervers narcissique, eh bien vous êtes complètement en emprise sur lui. Et ça, c'est du pas bon boulot parce que la personne, un jour ou l'autre, ça lui claquera la figure et elle sera mal et ça finira par descendre en dépression. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris un peu cette position du jeu qu'on a travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester déjà sur ces 3 exemples. Vous pouvez les re-regarder. Si ça vous a plu, vous partagez, vous pouvez liker. Vous en réfléchissez un petit peu et la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, ce qu'on fera, on va parler du jeu et du travail qu'on peut aborder en hypnose et en accompagnement en général. Comment revenir du il, du on au jeu à travers cet accompagnement autour de l'hypnose. Voilà, je vous remercie et j'espère vous revoir sur la prochaine vidéo encore et encore. Merci beaucoup et à bientôt.